French Song parle aujourd'hui de comment la chanson se commercialise. Nous vous proposons la maturité, le travail, la rigueur, les comptables, le marketing, l'avocat, la chance et la fidélité. Chanter en français, c'est l'histoire de toute une vie. Ça peut être la mienne. Je m'appelle Louise Forestier et j'écris des chansons. French Song, c'est aussi un documentaire sur le respect que les artisans de la chanson ont les uns pour les autres. C'est un documentaire sur les nouvelles générations, sur comment elles sauront tirer leur épingle du jeu et faire face au succès. Je suis de cette génération et je m'appelle Stéphanie Lapointe. On est passé d'une industrie de gérants et de maisons de disques à une gang d'amis qui se réalisent eux-mêmes en se prêtant leurs talents, leurs instruments et qui, ainsi, contrôlent mieux leur répertoire. Nous, dans le colocasse, il n'y a pas grand-chose qu'on sous-traite. On n'a même plus de gérant. Là. On a eu la malchance d'être refusés dans les maisons de disques au début. Donc, on a produit nous-mêmes à l'aide d'amis qui nous ont prêté des sous et tout. Et donc, on était nos producteurs. C'était surtout drôle de savoir où commencer dans cette belle industrie de la musique. Mm-hmm. Une fois que tu as un disque, c'est qui t'écoute? On s'est toujours dit, dans le fond, le succès, c'est à chaque fois qu'on a du plaisir, que la chimie opère, puis que le message se rend jusqu'au public. Après ça, tout ce qui est aspect show business, j'ai pas de formule parfaite. C'est vraiment... Je pense qu'il faut faire un pacte avec soi-même puis foncer dans le tas. Notre slogan, en fait, c'était de la musique gossée à la main par des artisans de chez nous. C'est là que la force du groupe entre en ligne de compte. Non seulement la force du groupe, mais la force du groupe composé de gens qui se connaissent, qui ont des liens filiaux et qui s'aiment. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a des discussions, puis qu'on parle de nos émotions, on pense pas business, on parle de nos émotions, puis comment on se sent dans cette espèce de grosse machine, parce que c'est une grosse machine, puis l'important, c'est de garder la qualité de nos relations intactes ou la meilleure possible. Donc, j'ai l'impression que ça nous aide à focusser sur, justement, les vraies affaires. Et en plus, ce que ça nous donne comme poids, c'est que quand on parle à notre gérant ou quand on parle à des gens de l'industrie qui nous disent « ça se fait pas », on est quand même 6 personnes à penser que ça se fait. Les ruelles sont mes alliés, je n'ai pas froid, non, je n'ai rien à déclarer, je file tout droit, je fonce vers ma solitude, au bout là-bas, je suis OK, j'ai l'habitude, tu vois. Ma famille de création est primordiale, je pense que c'est aussi ça qui m'aide à bien avancer, c'est que j'ai un entourage qui est fondamental. Des fois, j'ai l'impression que quand je monte une équipe, c'est comme faire mon starting five de basketball où chaque élément est interrelié et est important pour arriver au résultat escompté. L'importance de la famille dans la vie, ça, je pense que tout le monde est au courant. Là. Nous, on a la chance de le vivre au quotidien, Ariane et moi. Je pense que c'est un privilège de travailler en famille, puisque premièrement, tu peux pas avoir une confiance plus absolue. Là. Si nous, on a été élevés ensemble, jamais l'idée me passerait de prendre des décisions qui sont pas dans son intérêt total, mais pas juste. C'est ce que je constate, c'est que c'est pas juste l'intérêt de la carrière, mais c'est l'intérêt global. Tu sais, je pense que pour qu'un artiste sorte le maximum de son potentiel de création, il faut le mettre dans des conditions aussi de création. Mon dernier album a été fait d'une façon tout à fait nouvelle pour moi et a été fait de la façon dont tout le monde à peu près fonctionne de nos jours, c'est-à-dire dans une chambre, dans une salle à dîner, dans un salon, un petit bout en studio pour faire les voix. Je n'ai pas laissé l'espace aux gens de la business, si tu veux, tant que on était en création. Et ensuite, là, on a montré ce qu'on avait fait et là, c'est l'heure de la business. Quand la création est finie, là, tu peux parler business.
on a décidé de se réaliser nous-mêmes parce que c'est la seule façon que ça peut marcher dans le fond. Et quand on fait les chansons à 4 dans le local de pratique, il y a déjà plein d'autres idées qui viennent pour d'autres arrangements, d'autres affaires. Fait que c'est naturel de juste faire ces idées-là puis de les essayer. Puis aussi, en même temps, on est en train de se faire un studio maison, mais portable, là, dans le fond. Mais tout le monde fait ça, dans le fond. Là. On n'est pas les premiers à faire ça. Je pense que surtout la possibilité de travailler, de faire la musique chez nous, ça nous donne plus d'options. C'est surtout important, c'est toujours important de travailler dans des bons studios, des bons environnements avec des bons équipements, mais on peut quand même faire de la belle musique avec un petit budget chez nous. Alors, ça nous donne plus d'options, plus de possibilités. Comme on a fait nos démos avec des équipements qui valaient en tout peut-être 1500 pièces. Puis on a été signé avec ça. Alors, c'est une forte possibilité de travailler chez toi. Le fait que la technologie devienne de plus en plus accessible à tout le monde, c'est la raison majeure pourquoi il y a autant de diversité musicale, culturelle, etc. À la radio, musicalement, un peu partout, là, tu sais. Il y a 15 ans, le studio que j'ai là m'aurait coûté 250-300 000 $. C'est facile pour être capable de faire ce que je fais là. Maintenant, bon, c'est à peu près 25-30 000. Ça, c'est la grande révolution musicale depuis 10 ans, là, que c'est clair, parce que ça donne, ça démocratise la création, la production musicale, et ça donne finalement accès à des gens qui, auparavant, n'auraient probablement pas pu passer par les filières habituelles des maisons de disques et des producteurs, etc., parce que peut-être trop différents, trop à part, trop marginaux. Ces gens-là, aujourd'hui, peuvent dire, ben gars, moi, je vais le faire, mon disque, puis je vais le distribuer par Internet, je vais avoir ma page MySpace, etc. Ça a brisé l'espèce de bulle dans laquelle beaucoup des artistes évoluaient auparavant parce qu'un artiste était pris en charge par son agent, par sa compagnie de disques, et c'était très vertical, cette relation-là. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus organique, et je pense qu'au niveau de la création, c'est quelque chose qui est très riche et très fertile. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire des chansons, mon objectif premier, c'était là, faut que je trouve le moyen de travailler avec du monde qui vont me permettre de mélanger l'électronique avec la chanson, puis que ce soit fluide, puis que ce soit pas wannabe, puis que ce soit... Donc, déjà, en partant, il y avait ces outils de création-là qui étaient le make it yourself. Je pense que oui, ça favorise l'émergence, ça favorise la diffusion de l'univers créatif de plein de personnes, parce qu'on sent pas qu'on a besoin de venir d'un endroit précis pour créer. On a juste à le faire. Bien, on fabrique pas tout. C'est notre album, c'est pas nous autres. Tu sais, on fabrique pas tout, là. Mettons, c'est sûr qu'on peut pas, mettons, fondre le plastique, faire la pochette, ça, c'est difficile. On a les CD aussi, c'est une technologie qu'on maîtrise pas encore au niveau manuel. Mais c'est sûr que le carton, lui, par exemple, on a eu plus d'expérience là-dedans. Je me souviens, entre autres, quand on a fait notre démo au départ, là, on était vraiment sur la fabrication là, nous-mêmes. Les pochettes, on les collait à la main. On allait là-bas faire une bière avec la colle chaude. Ouais, les pochettes, ça. On a fait quoi, 7000, les pochettes de même à la main, tu sais. Pour sortir du garage, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment il y a des outils pour faciliter ça plus qu'avant. Maintenant, on peut faire un band, puis aussitôt qu'on commence à avoir des chansons un peu de qualité, quelque chose qui sonne bien, les mettre sur Internet, mettre des extraits des concerts qu'on fait, se faire des mini-vidéoclips en chum. Et ensuite, c'est de faire circuler ça. Il n'y a pas de recette, ça inquiète les gens. Puis peut-être que la seule recette, c'est de pas suivre une recette. Ça n'a aucun rapport avec la musique. Ça a rapport avec les gens que tu côtoies. Tu sais, la musique, c'est fait pour le monde. Si tu fais pas de la musique pour le monde, ben deviens un moine. Sinon,
sors avec le monde. Quand t'es jeune, tu vas rencontrer des gens les futurs journalistes, les futurs producteurs, les futurs metteurs en scène. Tout le monde est là à cette époque-là. Tu sais, quand t'as 18, 19, 20 ans, ben, il y a un bouillon de culture, il y a un bouillon de gens qui vont faire des affaires. Donc, c'est super important d'être là à ce moment-là, puis de tisser des liens avec ce monde-là. Parce que plus tard, c'est pas des gens qui vont te faire des passes droits, mais c'est des gens qui vont te connaître. Puis c'est des gens qui vont aider à te faire connaître. Il y a aucune logique. Je marche vraiment par des impulsions que j'ai, que je sais pas d'où ça vient. Quand j'aime quelqu'un, je me dis que d'autres aussi pourraient aimer cet artiste-là et je décide de le parrainer, de le financer, de l'encadrer, de le produire pour la qualité de ce que j'ai ressenti quand cet artiste-là, je l'ai rencontré ou a chanté, ou je l'ai vu chanter. Pour moi, quand on choisit un artiste, on doit entendre son matériel, on doit le voir jouer et on doit le connaître. Il faut toujours que je connaisse le fond des gens avec qui je travaille, plus que leur qualité de musicien, leur qualité d'individu. C'est quel genre de bébite. Ils ont peur de quoi, ils aiment quoi. Je leur pose des fois des questions tout à fait farfelues sur leur voiture, leurs animaux, leur vie, leur enfance. Je veux savoir c'est qui ils sont. Faut qu'ils aient une vie. Les vraies personnes dans la vie ont une histoire. Et les grands artistes, comme les grands individus, ont des histoires. Alors moi, je cherche des gens qui ont des histoires. J'ai participé à un concours, comme beaucoup d'artistes l'ont fait. Ça nous fait gagner 2-3 années. Ça nous place en orbite. Le jury a arrêté son choix sur Pierre Lapointe. Pour moi, ça a été le début de tout, en fait. J'ai eu la chance de faire un autre concours avant qui s'appelait Tout Nouveau Tout Chaud avec la radio de Radio-Canada à Ottawa. Et puis, j'ai eu cette chance-là de gagner ce concours-là, ce qui m'a donné le courage d'aller à Granby. Et Granby m'a ouvert toutes les portes d'un coup. Écoutez, que dire de plus que mon Dieu? La chose qu'il faut retenir, selon moi, quand on va dans un concours, c'est les rencontres qu'on fait. Pour ça, c'est un moyen accéléré de rencontrer des gens et de te faire remarquer. Le concours en tant que tel, j'ai un peu de misère avec le concept parce que, bon, d'un, quand tu te retrouves là, t'es dans un état très fragile parce que tu vas présenter quelque chose que t'as fait, c'est stressant, tu commences. Le columbarium! J'ai tout léché, les vitrines bravant le columbarium. Désormais, jamais plus, non rien, ni vent, ni personne ne pourra m'empêcher de souffrir en paix, d'aller lécher les vitrines du columbarium. Je crois que les concours sont nécessaires. Il y a différentes sortes de concours. Il y a des concours qui exagèrent, il y a des concours qui découragent, il y a des concours qui forment. Mais je pense qu'ils sont importants parce que ça apporte une quantité de stress inimaginable qu'on retrouve dans ce milieu-là et dans ce métier-là. Alors, déjà d'y goûter très jeune et de comprendre que si on est capable de survivre à ce stress-là, on est capable d'être un artiste. C'est important. Évidemment, je suis entrée dans ce métier-là par la très, très grande porte de Star Academy, mais après ça, c'était une espèce de concours sans filet. On se retrouve tout le monde un peu laissé, chose qui est une bonne chose, mais laissé à nous-mêmes. Et puis, heureusement, il y avait des gens qui avaient envie de savoir ce que je voulais, même si je savais même moi pas tellement ce que je voulais. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a été exposé médiatiquement par certains concours et certains prix qu'on a reçus, que ce soit pour les Francouvertes. On est allé en finale des Francouvertes, qui est un concours qui est une énorme vitrine médiatique qui permet d'exposer des groupes émergents. Ça nous a beaucoup aidé. On a d'ailleurs gagné le prix de la meilleure composition pour une de nos chansons. On ne pensait pas pouvoir remplir les critères, les bons critères, mais on a la chance que les gens qu'on ait attiré l'attention de certaines personnes. Et donc. Même à l'aube de ce sort, on se lèvera encore.
C'est formateur, c'est un lieu d'apprentissage. Je pense que c'est souvent dans les premières occasions qu'un artiste a d'aller sur le terrain, d'aller se confronter à la réalité d'être devant un public, de devoir monter un band, de devoir... Pour moi, ça a été ça. J'ai fait cégep en spectacle pour la première fois avec mes chansons devant des gens. Ça m'a amené en Europe, ça m'a amené à monter plus de tunes que ce que j'avais monté pour le concours. J'ai eu l'occasion d'aller faire 1 heure de spectacle dans un festival en Europe, donc c'est super formateur. Maintenant, je pense que oui, on peut reconnaître un artiste dans un environnement de concours, un artiste qui se démarque, mais combien d'artistes, de grands artistes, ne passent pas par ce chemin-là et, à mon avis, sont souvent les artistes les plus riches, passent pas nécessairement par là. Bon, mon Dieu, le Québec est fort comment dire, on va dire en fabricant de chansons, d'artistes. Bon, il y a Petite Vallée que je connais bien, Festival de Granby, évidemment qu'on aime ou pas, les Star Academy, où les gens sont quand même encadrés par des gens professionnels. Tu sais, on peut en avoir contre le côté ultra-commercial de cette chose-là, mais du fait qu'on fait croire les gens qu'en 2 mois, ils peuvent faire le parcours que ça prend 10 ans à faire. Naturellement, tu sais, c'est bien beau une belle voix, il faut avoir il faut être adulte sur plein motif aussi pour faire ce métier-là, tu sais. Maintenant, selon moi, il y a une chose qui est pas naturelle là-dedans et qui déstabilise beaucoup. Moi, j'ai vécu le moment du Pierre Lapointe est inconnu au Pierre Lapointe est connu. Ça s'est passé sur 6 mois. Mais j'avais quand même eu 4 ans pour me préparer. J'avais quand même sorti un disque. Puis j'avais quand même fait 200 shows, 300 shows. Des gens comme ça qui vivent le total inconnu au total connu en l'espace de moins de 6 semaines. Pour moi, en tant que producteur, je serais incapable de faire ça, tout simplement parce que c'est, selon moi, inhumain. En à peine 3 mois, je suis sortie de là, puis j'étais quand même reconnaissable dans les rues, à peu près partout au Québec. Ça a été gros. Puis en même temps, le truc avec ça, c'est que t'es connu, mais que t'as pas nécessairement accompli un truc artistique qui est à toi, tu sais. Puis je pense que la notion de réussite ou de succès, elle devient vraie quand tu fais ton truc, quand tu écris sur une feuille, quand tu dis, ben voilà, ça c'est mon projet. Puis même si, étonnamment, j'en ai vendu pas mal moins que les autres gagnants des Star Academy, puis ça c'est correct, c'est sûr que, bon, sur le coup, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est la pochette? Est-ce que c'est... Mais après, non, je me souviens que cet album-là, il représentait ce que j'étais à cette époque-là. Puis c'est ça, c'est tout. Tous les marchés où il y a eu ça, un des gros impacts, ça a été que ça a ramené un intérêt pour la culture et la musique qui se fait localement. Star Academy, ici, oui, ça a inondé peut-être les zones radio de nouvelles vedettes. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui en ont moins. Mais ça a surtout donné le goût à toute une nouvelle génération de dire, ben moi, j'aime m'arrimer parce qu'elle chante la musique qui vient me chercher dans ma langue. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre disponible dans le même chant? Ah oui, il y a aussi elle, puis il y a aussi lui. Là, finalement, on redécouvre des groupes d'ici qui étaient morts et enterrés depuis des années, ou on découvre des groupes qui étaient émergents, dont personne n'entendait parler, qui deviennent intéressants pour une nouvelle clientèle. C'est sûr que ça pousse la création parce que ça amène un influx d'argent, puis un influx d'intérêt puis de popularité qui favorise la création, c'est sûr. Star Academy, l'effet que ça a eu, je pense, c'est les émissions quand ils chantaient des chansons de Québécois qu'on entendait plus ou moins. Et là, les gens, les plus jeunes, ont redécouvert ces artistes-là. Et là, ça a eu des impacts sur les ventes de ces artistes-là. Tu sais? Ça, c'est sûr et certain, parce que là, combien de personnes voyaient ça en même temps? Un jour, je joue à la radio. Tous les artistes disent ça. La radio commerciale continue à jouer un rôle important au niveau de la promotion musicale, au niveau de la diffusion, c'est clair. Les gens continuent à écouter beaucoup la radio. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être surprendre certaines personnes qui, à un certain moment, avaient prédit que la radio disparaîtrait puis qu'elle serait remplacée par d'autres technologies. Mais la radio reste très importante dans la vie des gens. Et la plupart de nos radios au Québec, la très grande majorité, sont des radios musicales. Donc, c'est clair que dans la chanson québécoise, la radio reste
très importante au niveau commercial. C'est sûr qu'on peut dire que notre radio commerciale n'est pas non plus très intéressante en termes de diversité, en termes de richesse de ce qui est diffusé sur ces radios-là. Mais ça contribue, c'est clair, à l'industrie musicale québécoise en concentrant beaucoup l'attention des gens sur certains petits groupes d'artistes qui vont vraiment bénéficier de cette attention-là des radios et des auditeurs, alors que pour la grande majorité des artistes qui ne pourront pas avoir leurs chansons diffusées à la radio, ben ça va être beaucoup plus difficile. Ben, chacune des radios prend la place qui est là en fonction d'un marché qui existe. Les radios commerciales, je veux pas être trop assis sur mon steak en disant ça, mais ils répondent à un type de clientèle qui consomme ce type de musique-là aussi. Les radios universitaires, les playlists sur Internet sont des outils que chacun peut aller chercher, qui sont de plus en plus présents. Maintenant, est-ce que les radios commerciales font tout ce qu'elles peuvent pour favoriser le passage de l'émergence vers le commercial? Parce que si on veut un jour passer d'un côté à l'autre, il faut qu'il y ait des ponts. Puis c'est peut-être là où les radios commerciales sont pas totalement audacieux. C'est très difficile. La radio, là, il n'y a aucune adéquation. Si tu savais les réunions qu'on a avec la compagnie de disques, là, quand le disque est fini, là, ça va pogner. Ça, non, ça, on le lancera pas, ça marchera jamais en radio. Tu sais, si on avait dit, là, fais une liste de toutes les chansons de la colocasse, priorise-les par ordre de celles que tu penses qui vont passer à la radio. Libérez-nous des libéraux, ça aurait été celle que j'aurais mis en dessous. Vraiment en dessous, en dernier. Puis pourtant, c'est notre chanson. C'est notre satisfaction, tu sais, c'est comme si la chanson qui nous a mis au monde dans le grand public, là, vraiment. Tu sais. Donc, la radio, tu peux jamais prévoir c'est quoi qu'ils vont faire jouer, sur quelle base, sur quels critères. C'est pour ça, moi, que ça m'énerve un peu. On a vécu, nous, au début, avec mes aïeux, quand nos fameux singles étaient refusés aux stations de radio, on faisait de la tournée. Exemple, on s'en va à Chicoutimi, on fait un spectacle à l'Auditorium du Four, il faut aller faire de la promotion à Radio Énergie. À Chicoutimi. Et là, pendant l'entrevue, ils nous demandent, mes aïeux, c'est quoi? C'est quel genre de musique? Blablabla, blablabla. Puis on finit par dire, faites-en jouer un extrait, puis les gens vont se faire une idée. Puis ils font, on peut pas le faire jouer. Je viens de parler de mon disque pendant 10 minutes. S'il te plaît, passe un extrait de 10-15 secondes, juste pour donner une idée du son d'une de mes chansons. Ils peuvent pas le faire jouer. Parce qu'ils ont pas, il est pas dans le playlist, ils ont pas la permission des grands boss. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous voulez pas passer ma chanson, invitez-moi pas. Le coup de pouce que la radio aurait pu me donner à ce moment-là, elle me le donnait pas parce que je ne cadrais pas dans un truc hyper serré. Les radios sont d'abord dans un format, ils sont encadrés, ils se sont encadrés dans un format pour se donner une ligne de conduite puis une direction musicale qui est très importante. C'est sûr. Parce que si la radio était n'importe quoi, ça serait n'importe quoi. Fait qu'ils se disent, d'autres notre format, on vise les femmes ou les hommes de tel âge. Donc, conséquemment, nos directeurs musicaux doivent choisir des trucs là-dedans. Ça, le format musical est important pour qu'une entreprise se tienne, pour essayer d'avoir un plan d'affaires et une vocation. Mais ces gens-là sont humains. Ils sont ouverts. Et puis, quand on arrive avec quelque chose hors format et qu'on peut démontrer, ils ouvrent les portes. Éventuellement, ils sont pas toujours fermés. On a eu une chanson qui a été un gros succès commercial qui s'appelle Dégénération. On a soumis cette chanson-là aux radios commerciales en 2004 comme étant un éventuel single. Il a été refusé une première fois. Ensuite, on a vendu quand même pas mal d'albums, ce qui fait qu'à un moment donné, on a pris un peu confiance dans cette chanson-là. Puis on s'est dit, là, cette fois-ci, je pense que les radios sont prêtes à accepter ça. Donc, pour le temps des fêtes, en 2005, on a resoumis cette chanson-là aux radios commerciales. Encore une fois, refusée. Puis quand on s'est informé pour savoir quelle était la raison du refus, la raison était assez simple, c'est que ça cadre pas dans le son, évidemment, et les gens n'aimeront pas ça. Ce qui fait que quand on a gagné la chanson de l'année au Gala de la Disque, ça a été une espèce de douce revanche parce que c'est un vote du public. Donc, de s'être fait dire que les gens aimeraient pas ça... Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton
pense que le resserrement est nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'albums et beaucoup de musique qui se fait au Québec, on va pas se cacher. Je pense qu'à comparer de partout dans le monde, il y a beaucoup plus d'albums qui se fait ici par capita, par personne, que possiblement n'importe où ailleurs. Et, veux pas, si à la radio, tu tournes une fois ou deux, ça changera pas grand-chose dans ta vie. Pour vraiment que ça ait un impact, il faut que les gens t'entendent 3, 4, 10, 15 fois. Donc, il faut que les radios font la même chanson 100, 200, 300 fois pour que vraiment ça devienne familier puis que les gens disent « Wow, cette chanson-là, ouais, je commence à l'aimer, je vais aller acheter l'album ou je vais aller voir le show. » C'est rare qu'il y ait des coups de cœur instantanés où on entend une chanson une fois puis tout de suite qu'on veut aller voir le show ou acheter le T-shirt ou... Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. En même temps, c'est un peu dommage que les radios fonctionnent comme ça parce qu'ils brûlent une chanson. Pourquoi faire jouer 15 chansons en rotation? Tu sais, ils choisissent 15 chansons, dont Des Générations était une de ceux-là, puis ils font jouer mur à mur, jusqu'au point... Non, mais jusqu'au point que plein de gens qui disent « Hey, votre chanson est bonne, mais je suis un peu tanné de l'entendre. » Si une chanson rentre très vite à la radio et devient à saturation très rapidement, sa durée de vie de cette chanson-là est écourtée, c'est sûr. La vie de la chanson est compromise. C'est quand t'arrives et embarques tout de suite une toune, t'es sûr que dans 3 mois, elle est morte. Puis que si toutes les radios la jouent, cette chanson-là on vient de la déclarer morte en partant, parce qu'elle va mourir. Il faut sortir un autre titre éventuellement, parce que c'est pas toujours le même titre. Parce que c'est difficile de brûler un artiste si on change les titres. On brûle une chanson, mais on peut pas brûler un artiste. Et il faut tout de suite arriver avec la scène pour que on voit une autre dimension que une chanson, que ce soit un titre, un autre titre, la scène. Le problème n'est pas là. Pour moi, le problème, c'est pas est-ce que une radio comme Énergie ou comme C'est quoi joue juste de la pop. C'est leur job, c'est ça. Leur mandat, ils s'adressent à des gens qui aiment la musique populaire, une clientèle, un groupe d'âge qui aime la musique populaire. Donc, ils font leur job. Le problème, c'est pas que eux font leur job, c'est qu'il n'y a pas d'autres stations pour combler ce que les autres formats. Ça m'amène à parler des radios plus alternatives, les radios universitaires, les radios communautaires, qui, elles, viennent combler ce vide-là qui est créé par une espèce d'aspect monolithique de la radio commerciale au Québec, où on a très formaté ou très peu de variété. Mais dans la radio universitaire, la radio communautaire, on vient rejoindre toutes les autres petites niches musicales qui sont pas touchées par la radio commerciale. Alors, ça va être la musique émergente, ça va être la musique du monde, ça va être le jazz, ça va être la musique contemporaine. Alors ça, c'est essentiel, le rôle que ces radios-là alternatives. Ne sera que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. La carrière a commencé avec les radios universitaires, la carrière des locaux a commencé avec les radios universitaires, la carrière des Cowboys fringants a commencé avec les... Puis là, on parle de plein de gens, ça marche fort là, pour tout le monde que j'ai nommé. Et c'est les radios universitaires, selon moi, qui ont parti la vague. Si ces radios-là n'avaient pas été là, Pierre Lapointe aurait jamais réussi à faire des salles de 300 places pleines alors que son album était même pas sorti. Et ça, je les remercie énormément et heureusement, elles sont là parce que c'est des radios qui sont totalement libres. Tu peux avoir un gars qui tousse pendant 15 minutes dans son micro, puis t'as aussi la future animatrice du genre Monique Giroux ou Guilla Lepage qui était à Radio Communautaire. Donc, t'as toutes sortes de monde, mais ça crée des milieux vivants. On a enregistré nos premières démos, nous, 3 mois après avoir été ensemble. Et ces chansons se sont retrouvées sur les différentes radios, que ce soit CIBL, que ce soit CISM, dans les palmarès et même numéro 1 de certains palmarès. Mais en tout cas, on est vraiment reconnaissant pour certaines structures, certaines radios qui, alors qu'on avait tout approuvé, nous ont vraiment apporté un vrai plus. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait enregistré les démos jaune-brun, qu'on a enregistré à Sherbrooke, dans la toilette, et qu'on a envoyé un peu partout, encore une fois. Et là, il y a une station de radio qui était CISM qui a pris le CD et qui a fait jouer la chanson hawaïenne
par une nuit. Et puis là, les gens se sont mis à appeler. Fait que là, ils l'ont remis encore. Puis là, ça a comme décollé comme ça, si on veut. Puis à un moment donné, on a reçu un appel des gens de CISM disant « Hey, vous tournez à notre radio, puis on aime super gros ça, ce que vous faites. » On avait une 22e place à l'époque. Ouais, je me souviens encore de la fois. Ouais. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne, pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous n'aurions plus besoin du laitier. Et maintenant, nous, on est chanceux parce qu'on a percé l'hymen de la radio commerciale. Puis maintenant, quand on sort quelque chose, ça tourne. T'sais. Pour du rap québécois, c'est inespéré. C'est comme nous, on se considère très, très chanceux d'avoir accès aux ondes des radios commerciales. Ben, nous, ça a pris 13 ans, avant, une dizaine d'années avant qu'une radio commerciale accepte de faire jouer nos chansons dans le format où elles sont. Ils nous ont déjà proposé de couper des guitares, de changer un paquet de trucs, mais nous, c'est non. On vendra pas notre âme pour avoir une chanson sur une radio commerciale. Moi, j'ai refusé de penser en fonction de la radio. Puis on fait ce qu'on a à faire. Si ça passe à la radio, tant mieux. Sinon, tant pis, on va trouver d'autres moyens d'arriver au monde. Je pense que les radios commerciales s'ouvrent de plus en plus parce qu'ils n'ont pas le choix. La radio commerciale, ça reste un moyen de diffusion. Il y a plein de gens qui nous découvrent avec ça aussi. Puis c'est important que ça s'ouvre un peu d'esprit parce que c'est vrai que c'est très conservateur. Oui, on sait qu'ils ont des barèmes très, très serrés, des quotas, tout ça. Mais pourquoi pas avoir des émissions dans les radios commerciales avec des animateurs tripants qui sont consacrés juste aux nouvelles choses émergentes et où on peut donner la chance à des bands plus émergents d'avoir du airplay. T'sais. Aujourd'hui, avec la façon que tout est organisé dans le monde des médias, c'est hyper compliqué de passer. C'est hyper compliqué parce que on n'embarque pas plus que tant de chansons par semaine. On veut pas déranger le spectateur ou l'auditeur qui, lui, est habitué à quelque chose. C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que les gens n'écoutent plus la radio. Donc, ça nous dit, les gens n'ont pas délaissé la musique. Ils écoutent plus de musique qu'ils n'ont jamais écouté. Le problème, c'est qu'ils l'écoutent plus ici. Ils l'écoutent ailleurs. Les amateurs de musique, les mélomanes, n'écoutent plus les radios commerciales. Je me demande s'ils écoutent encore la radio. Les vrais, ceux qui ont envie de découvrir de la musique. Parce que tout d'un coup, c'est plus là qu'on découvre les artistes. C'est sur Internet. La seule chose qu'on peut dire aujourd'hui sur les prochains modèles d'affaires, on peut pas savoir précisément ça va être quoi le modèle. Sinon, il serait déjà installé, le modèle d'affaires. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les habitudes de consommation ont changé. Dans le sens suivant, c'est qu'avant, on offrait aux consommateurs un format linéaire, c'est-à-dire ce qu'on appelait nous autres un flow, une suite. Et tu te branchais, tu te débranchais, tu te revenais, tu quittais. C'était le modèle Musique Plus, était basé là-dessus avec des points de rendez-vous. Aujourd'hui, la technologie nous offre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on peut consommer ce qu'on veut à la pièce et de plus en plus comme on veut et où on veut. Donc, un des plus grands modèles d'affaires qui va se développer, selon moi, si on garde ça en tête, et il faut le garder en tête, parce que c'est l'avenir. Les gens n'ont pas grandi avec le modèle Musique Plus. Pour eux, Musique Plus, c'est la radio AM. C'est un vieux modèle. Bonsoir, ici Nathalie Richard. Bienvenue à Musique Plus. Le vidéoclip a lancé des carrières, c'est clair, ou a relancé des carrières aussi. Il y a des gens qui ont eu un second souffle grâce au vidéoclip dans les années 80, dans les années 90. Aujourd'hui, ce phénomène-là s'applique à MySpace, par exemple, où il y a des gens qui se font connaître purement grâce à MySpace. Depuis personne, ça fait partie des conversations systématiquement. Il y a plus un artiste où le mot MySpace revient pas quand on leur parle. C'est totalement fou. C'est
On y découvre des groupes justement qui vont être en région. On sort de notre circuit, de notre ville, de notre pays. On découvre tous les genres musicaux, peu importe. Enfin, on va où on veut. Et au niveau de la promotion, les artistes peuvent tellement plus se passer de toute la machine promotionnelle. C'est ça, d'utiliser le plus possible, genre des trucs comme MySpace, pis ces trucs-là, que là, ta musique est accessible à à tellement de monde que si t'en as une couple qui accroche, ben là, ça se parle, puis ça va vite que ça grossit. Genre, surtout dans les débuts de MySpace, il y avait comme pas beaucoup de groupes québécois, genre. Fait que sur les Québécois qui allaient dessus, en plus, c'est comme là, ils découvraient, ben là, il y a ça, puis ça grossit, puis ça fait que même du monde ailleurs qui aurait pas accès à ta musique, ben finissent par l'entendre quand même. Je pense que c'est rendu incontournable de nos jours, de toute façon. Toutes les jeunes sont sur MySpace, tout le monde connaît ça, puis c'est un beau moyen de développer une carrière. Ils peuvent mettre leurs clips, ils peuvent tout mettre, ils peuvent changer leurs chansons, leurs albums, ils peuvent même à la limite proposer de l'achat en ligne. Là. C'est génial MySpace pour ça. Et donc, il y a effectivement, ça change énormément la donne, je pense, pour toute la suite, pour le travail, en fait, des artistes indépendants. N'importe quel groupe peut quand même aller chercher tranquillement, pas vite, son public et se monter un beau dossier avec ça. MySpace, ça a été comme un coup de foudre un peu éphémère au début. C'est une illusion de réseau de contact. C'est une belle perte de temps et ça peut être une belle source de dépendance. Pour moi, ça a été ça, à la limite. Tu développes cette espèce de puits sans fond, ça tourne un peu en rond. Pour moi, c'est des étiquettes, c'est très associé aux courants musicaux, les styles musicaux, les familles comme ça, les groupes. Mais après ça, trouver un bon band ou trouver vraiment quelque chose qui va te marquer ou qui va... J'ai l'impression que c'est un petit peu une illusion, tout ça. Mais là, en ce moment, notre MySpace, c'est plus rendu une place pour faire de la publicité pour les autres groupes, là, je pense. Moi, c'est juste comme... Tu sais, il y a à peu près 60 personnes qui viennent mettre une annonce pour, je sais pas, mener une compétition de Demolition Derby à Saint-Constant. Il y a ça? Ouais, je te dis. On se sert beaucoup de l'Internet pour créer des buzz et intéresser les gens. Parce que l'artiste qui est le plus téléchargé ou piraté ou copié, c'est celui qui vend plus de disques aussi. Donc, l'Internet n'est pas un ennemi, c'est un ami. Mais encore là, l'argent ne va pas venir de là. On pourra jamais faire payer les gens, par exemple, pour dire venez sur ma page MySpace ou son équivalent et donnez-moi de l'argent. Ça sert de publicité, finalement. Ça sert, c'est ce qui a remplacé le vidéoclip à beaucoup de niveaux, là. Donc, c'est un outil de promotion qui peut nous aider par la suite à vendre des disques, à vendre des chansons, à vendre des billets de spectacle. On a toujours été capable de se créer une industrie, même dans les moments les plus difficiles. Le vidéoclip et l'image nous ont amenés ailleurs. Et maintenant, Internet. Le public achète des chansons à la carte, les tunes qui font des hits. On est en train de revenir au principe du 45 tours. La grande question est, serons-nous capables de continuer à vivre de nos créations originales? On est les seuls qui pouvons expliquer aux Européens comment ça marche l'Amérique en français. Donc, on a un rapport à l'espace, au temps, au travail, aux relations humaines qui est semblable aux États-Uniens puis aux Canadiens. Mais tout ça se vit, se pense, se conceptualise en français. Quand on travaille en français, même s'il y a 200 millions de francophones dans le monde, c'est pas comme écrire de la musique en anglais. Nous, si on était aux États-Unis, on serait déjà millionnaires. Parce qu'avec la portion d'audience qu'on intéresse seulement au Québec, puis très peu même en France, ben je veux dire, cette proportion-là multipliée par 20, on gagnerait très bien notre vie aux États-Unis. Je pense qu'on Rock Voisine avec Hélène, ou Cabrel avec Je l'aime à mourir, ou Luc Plamondon avec Incognito, ou avec Luc Plamondon avec Starmania. Et on parle de fortune en droit d'auteur. C'est très, très, très payant d'écrire des chansons pour la francophonie. Le droit d'auteur est beaucoup plus respecté
en France qu'aux États-Unis. Donc oui, écrire des chansons en français, c'est très payant. La francophonie est un énorme marché. La notion de droit d'auteur, je sais pas, je pense que ça peut être abstrait pour des gens qui font pas ce métier-là. En tout cas, ça l'était pour moi. Je pense que je m'étais même pas penchée pour répondre à la question qu'est-ce qu'un droit d'auteur, qu'est-ce que ça vaut. Est-ce que vraiment des gens dépendent de ça pour acheter leur pain, leur lait? La réponse, je pense que c'est oui. Puis je sais pas à quel point ça peut être concret quand on fait pas ce métier-là. Même mes parents qui ont une fille qui gagne sa vie de par ses droits d'auteur, je sais pas pour eux, il fallait que je leur explique, oui, mais quand ma chanson passe à la radio, ça paye, puis il faut, Vivre de sa musique, c'est un peu comme n'importe quel travail aussi. Je veux dire, si faut que tu continues à travailler une fois, puis ça peut arrêter, il faut travailler fort toujours. C'est un travail, dans le fond, c'est juste tu travailles pour toi-même. Ce que je pourrais dire qui était mon but quand j'étais plus jeune, c'est de pas avoir de boss plus tard, de travailler pour moi-même. Si c'est ça, pour l'instant, j'ai réussi. C'est sûr que je vais continuer dans ce veine-là jusqu'à temps de mourir. C'est un peu différent, moi, je trouve, parce que c'est un travail que t'es dépendant de la réaction des gens aussi, parce que t'as beau faire le truc le mieux que tu veux, si ça donne que les gens, ils s'en foutent, ben, au final, c'est ton travail, mais qui rapporte rien, t'sais. Faut travailler fort. Avoir de la chance. Il faut croire en ce qu'on fait. Puis je pense qu'il faut pas chercher à plaire au marché. Il faut faire ce qu'on a à faire. Puis il faut avoir quelque chose à dire. Quand on regarde comment l'industrie a évolué au fil des années, j'ai l'impression qu'on fait un peu ce que les Anglais appellent full circle. On a fait finalement un tour de piste au complet. Et on revient au point de départ, mais dans un monde 50 ans plus tard. Il y a 50 ans, le début de la musique rock, le début de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un nouveau modèle de business qui est né à ce moment-là, mais ce modèle-là était quand même basé sur une chose, la chanson. Une chanson. Les gens consommaient une pièce. C'était un 78 tours à cette époque-là, c'est devenu un 45 tours au milieu des années 50. Et quand un artiste avait un certain nombre de 45 tours, il faisait un album. À succès, il faisait un album. À l'époque du 45 tours, quand t'achetais une chanson, tu savais quelle chanson t'achetais. Et la seule surprise que tu pouvais avoir, c'était le côté B. Parce qu'il y avait un côté A et un côté B. La seule surprise que tu pouvais avoir, c'était le côté B. Puis bien souvent, le côté B était aussi bon que le côté A. Ou même si c'était moins bon, au moins, t'avais pas payé un prix de fou pour ta chanson. Après ça, durant les décennies suivantes, on est beaucoup tombé sur une promotion par album. Donc, les gens achetaient un album. Puis c'est ça qui faisait à un tel point, finalement, qu'on a presque abandonné les palmarès de chansons et les 45 tours sont tombés vraiment en désuétude. Mais avec les trucs comme MySpace, ça a ramené vraiment à l'avant-plan cette idée-là de la chanson. Le MP3 aussi a ramené ça parce que on s'est mis à télécharger une chanson qu'on avait entendue, qu'on aimait, ou le nouveau single d'un artiste, plutôt que de télécharger tout l'album nécessairement au complet. Et dans un iPod aussi, on aime ça avoir les meilleures chansons d'un artiste. On veut pas nécessairement avoir toute sa production, tous ses albums. La journée où la technologie nous offre de revenir à la chanson, le modèle numérique aujourd'hui, c'est ce qui fait que ça entraîne une chute du produit physique, parce que le produit physique, c'est un produit d'album. Et on se dit, pourquoi je fêterais un album, à moins que j'adore cet artiste et je sais que cet album-là va me plaire de A à Z. Donc, on se retrouve dans une situation où on a fait tout le tour complet. On est revenu aux années 50, à la fameuse chanson, qui a toujours été fondamentale dans la musique, mais avec juste une bémol. C'est qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir accès aux chansons. Et on n'est pas obligé de payer nécessairement si on ne souhaite pas payer. Dans le temps, c'était plus difficile d'aller dans le magasin, prendre le 45 tours puis sortir en courant. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on veut tout avoir pour rien. Ces gens-là, là, les artistes, là, qu'est-ce qu'ils font dans nos vies? Ils embellissent notre vie. Il y a des moments dans notre vie où on est triste, on est déprimé au maximum. On écoute une chanson, ça nous sauve. Pourquoi qu'eux autres, ils n'auraient pas le droit de manger? Pourquoi qu'ils n'auraient pas le droit d'avoir un toit sur la tête, de nourrir leurs enfants? Moi, en fait, je veux pas, en tant qu'artiste, je veux pas vendre des CD. Je veux vendre ma musique. Les CD, au début, il y avait un rouleau de cire. Après ça, il y a eu des 78 tours, des cassettes 8 pistes, des cassettes, des disques au laser. Un iPod, là, c'est quoi s'il n'y a pas de musique dedans? C'est même pas un signet, c'est une roche, ça vaut rien. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui réfléchissent aux nouvelles façons de vendre la musique, puis c'est sûr que
comment vendre la musique, qui doit payer pour la musique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec nous, qui devraient nous donner de l'argent. Comme les radios commerciales. Ils nous redonnent, quand ils passent notre musique, ils envoient de l'argent à la SOCAST, puis cet argent-là est redistribué. Et donc, tu te dis justement, je veux bien mettre ma musique gratuitement sur Internet, mais qui c'est qui va me payer? Au niveau des sous, c'est la problématique. Tant qu'on dira on peut offrir en gratuité, on n'aura pas de modèle d'affaires. La gratuité n'est pas un modèle d'affaires. Tout va venir les sous. Ben là, il y a un nouveau système d'affaires qui va être développé, qu'à chaque fois que vous allez chercher une chanson ou une photo, vous allez payer un pourcentage à un organisme qui va le rediviser. Éventuellement, ça va devenir ça tellement gros que tous les intervenants vont faire de l'argent avec ça. Il y aura un système établi qui n'existe pas mondialement, ni pour la musique, ni pour les films actuellement. Il va exister un système que peut-être, j'imagine, qui est sur votre abonnement de Vidéotron de 49,98. Il y aura une surtaxe de 4,25 pour la musique, puis une de 2,39 pour le cinéma, puis 2,28 pour la télévision. Ça sera réparti à tous les ayants droit un jour quand le système sera établi. Mais il y aura sûrement une façon comme ça. Comment on pourrait définir notre chanson? Québécoise. Française? Anglo-saxonne? Non. Francophone. Est-ce qu'on est encore assez fort pour protéger notre marché? La chanson québécoise, on peut pas freiner un phénomène qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'avec la multiplication des moyens de diffusion qu'offre le web, ça a transgressé les frontières géographiques du Québec, c'est-à-dire que les frontières aujourd'hui sont dans l'infini du web, et ça inclut que la langue anglophone s'implante beaucoup dans la création ici. La chanson québécoise peut être dans toutes les langues, elle peut être instrumentale, électronique aussi, puis c'est de la musique québécoise quand même. L'identité ne vient pas de la langue qui est chantée sur ces pièces-là. Ça vient de qui l'a fait, d'où ils sont ces gens-là, puis qu'est-ce qui les anime. La force, la richesse de la culture québécoise et montréalaise en particulier, c'est ce mélange-là entre la culture francophone, la culture anglophone, la culture aussi des gens qui sont venus de l'extérieur, d'ailleurs, qui viennent apporter leur touche. Et c'est ça, la culture de Montréal aujourd'hui. C'est plus la culture francophone. Puis je trouverais ça très triste qu'on continue à faire cette distinction-là entre les deux cultures. Le Québec, il y a plein de gens. Il y a des Anglais, il y a des Français, il y a des Italiens. Plus ça va, plus il y a toutes sortes de langues qui sont parlées au Québec. Alors, ça veut-tu dire que un Arabe qui va faire une chanson au Québec, ça ne sera pas considéré comme une chanson québécoise? Elle est faite au Québec, elle a été composée, enregistrée, chantée par quelqu'un qui vit au Québec, donc c'est une chanson québécoise. Elle va chanter dans la langue qu'elle voudra. Ça reste une chanson québécoise. Mais il y aura toujours de l'anglais parce qu'on est aussi un peu anglo-saxon, qu'on le veuille ou non. Et là, on commence à l'assumer. Moi, j'ai espoir que dans 15-20 ans, on va tous parler français et on va tous aussi parler d'autres langues. Parce que c'est pas dangereux parler d'autres langues à un moment donné. Si t'es fier de toi, si t'es sûr de toi, t'es ouvert à tout ce qui existe. Nous, on est des Nord-Américains, là. Puis là, ça fait un peu Elvis Gratton de dire ça, là. Mais vraiment des Nord-Américains francophones. Donc, on pense l'Amérique. Puis l'Amérique, c'est pas les États-Unis, là. C'est le continent des Amériques. On pense ce continent-là en français. On est les seuls. Puis parler français en Amérique, c'est une distinction qui nous enrichit, qui enrichit notre point de vue, puis qui, à mon avis, est une force, une grande force. Fait que le fait de chanter en français, c'est parfait, ça garde la culture super forte, puis ça fait que il y a moins de place pour la culture américaine. Mais si je veux être fidèle à moi-même, je vais pas faire du country. Puis ça va pas être en français. Moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est toujours très fiers que les gens de chez nous réussissent ailleurs. Les jaloux et les pas fins, il y en a toujours, mais d'habitude, on est fiers d'un des nôtres qui réussit. Je pense que le public, lui, le public ordinaire aime beaucoup que ses vedettes réussissent ailleurs. Puis le public ordinaire, c'est celui qui achète des disques, qui va avoir des spectacles, c'est celui qu'on aime. J'ai toujours pensé que la culture, quelle qu'elle soit, était l'expression d'un peuple. Et
Et j'ai toujours cru, et je crois encore que c'est important que la société, collectivement, soutienne cette culture-là, parce qu'elle soutient sa propre identité. Qu'on chante n'importe quelle sorte de musique, qu'on fasse n'importe quoi dans ce métier-là, c'est toujours le monde qui a le dernier mot. C'est eux, c'est les gens qui ont le dernier mot. S'ils t'aiment, ils vont venir te voir, quand même qu'il y aurait 12 médias qui leur disent achetez pas ça, c'est pas bon. Et s'ils t'aiment, ils vont venir te voir et ils n'en ont rien à cirer de ça, eux autres. Ils veulent te voir, ils t'aiment. C'est ces gens-là qui ont le dernier mot. C'est ces gens-là qui font vivre les artistes et le milieu artistique. Pas de public, pas d'artistes, pas de show business.